Bon, eh bien, je vous propose donc de démarrer sur ce nouveau thème. Alors, il ne s'agit pas, pour une fois, il ne s'agit pas d'un thème véritablement technique. Il s'agit donc d'un petit peu de, on va dire, faire le point sur ce qui se dit, ce qui se fait dans le monde des neurosciences. Alors, vous allez peut-être me trouver un peu pessimiste, mais je trouve que là encore, on met la charrue avant les bœufs. C'est quand même extraordinaire. Il suffit de voir, a priori, une première technologie qui est en train d'apparaître et automatiquement, ça va bouleverser la planète. Il faudrait être un tout petit peu plus prudent et, disons, regarder les choses avec un peu plus de pragmatisme parce que cette fois-ci, le sujet est extrêmement sensible. Il s'agit de nous-mêmes et surtout des personnes qui, parmi nous, ont des déficiences physiques qui les empêchent de vivre normalement. Alors ça, je trouve que ce n'est pas correct que de donner des espoirs trop extraordinaires alors qu'on en est en fait qu'au début d'une technologie dont j'espère qu'elle va quand même s'améliorer et aboutir dans un certain nombre d'années. Bon, pour moi, ça sera dans assez longtemps. Mais bon, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit, ce que ça pose comme problème, ce qu'on est capable de faire. Voilà. On va regarder donc on va dire, on va commencer donc par le sommaire, comme d'habitude. Moi, je crois, si vous voulez, chers amis, que tout ça, c'est quand même un combat très intéressant. Très intéressant, comme je viens de vous le dire, et qui mérite d'être mené, mais il faudrait savoir le contrôler et arrêter de donner la parole à des personnes qui sont absolument inconscientes, parce qu'il faut se mettre à la place des handicapés, des gens qui ont des déficiences motrices. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? On est en train de leur dire, voilà, demain, vous allez pouvoir revoir dans des conditions à peu près normales, vous allez vous déplacer dans des conditions normales, voire mieux qu'avant. Vous vous rendez compte des dégâts que ça peut provoquer? Je trouve que ce n'est pas correct. Donc, les choses, il faut les dire avec douceur. Et bien sûr, il faut militer pour que ces technologies puissent avancer, parce qu'encore une fois, elles nous touchent, nous, directement. Alors, on expliquera ce que sont donc les neurosciences. En gros, les mécanismes, donc on ne comprend pas, un mécanisme entre le cerveau, la moelle épinière, enfin on va dire l'ensemble du système nerveux. Alors, on voit sur le marché aujourd'hui qu'il y a une forte présence des grands de ce monde, c'est-à-dire Elon Musk, Facebook et quelques autres. J'avoue que ça me laisse un peu rêveur, ça, parce que je me demande, même si ouais, ils ont les moyens, incontestablement. Alors, si ça fait avancer donc la recherche, tant mieux, mais je ne suis pas certain que les motivations soient vraiment toujours aussi présentables que celles-là. Donc, on essaiera un petit peu de l'évoquer. Alors, on a fait des progrès incontestablement, des progrès qui sont effectivement très spectaculaires, mais je ne suis pas convaincu que ce sont des véritables avancées. Et on va voir pourquoi. C'est parce que le cerveau est trop compliqué. Le cerveau, c'est un monstre de complexité avec 100 milliards de neurones, et donc c'est pratiquement impossible de le décoder. Je prendrai l'exemple un peu plus loin, donc sur le génome humain. On a mis 15 ans avant de le décoder, et ça ne concernait que 24 chromosomes. Donc, on va dire que la tâche est quand même extrêmement complexe. Et donc, arriver à modéliser un cerveau qui fait 100 milliards de neurones, et en plus, chacun des neurones est capable de communiquer avec éventuellement plusieurs milliers d'autres neurones, imaginez comment faire pour arriver à modéliser le comportement de ce cerveau. Parce que c'est très compliqué. Alors, on va évoquer donc effectivement ce qu'on appelle donc des interfaces de type BCI, c'est-à-dire le Brain Computer Interface. Donc, en fait, c'est la connexion directe au cerveau avec différentes formes, on va dire, d'interfaces qui sont intrusives, non intrusives ou semi-intrusives. On va donner quelques exemples qui sont assez célèbres et bien connus. Par exemple, sur les implants rétiniens, dont j'avais déjà parlé lors d'un précédent webinaire, qui consiste à mettre une matrice
remplacer, si vous voulez, les cellules d'une partie de l'œil sur la rétine, les cellules photoréceptrices, les remplacer de manière à pouvoir, on va dire, simuler un petit peu une sorte de vision. Alors, ce n'est pas les conditions idéales de la vision, mais c'est quand même déjà ça. Donc, les implants rétiniens et puis surtout le contrôle des machines par la pensée. Alors là, voyez-vous, je crois que l'avenir, il est là. C'est que le cerveau commande tout. Mais on est capable, le cerveau, c'est la pensée. On arrive maintenant, on va voir un peu plus loin, on arrive à peu près à connaître quelles sont la position géographique des différents éléments qui nous caractérisent. La douleur, le plaisir, voilà. Ça, on commence à le savoir. Mais le moyen avec lequel le cerveau communique, ce qu'on va appeler d'une manière assez générique la pensée, ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend absolument pas. On est capable de le faire, mais on ne comprend pas le mécanisme. Or, ça, c'est tout l'avenir qui est devant nous. Parce que c'est une évolution normale donc de la communication. On fera des progrès dans le futur, c'est certain, mais ça mettra quand même, à mon avis, beaucoup de temps avant d'aboutir à quelque chose donc d'utilisable, on va dire, industriellement. Mais la pensée, chers amis, c'est ça, c'est notre avenir. Le jour, dans 100 ans, 200 ans, dans 1000 ans, car c'est de ça dont on parle, on arrivera véritablement à comprendre non pas les effets, mais la mécanique de la pensée, alors là, ça changera tout. Ça changera tout parce qu'on va pouvoir se passer de toutes les interfaces, on va pouvoir communiquer directement de cerveau à cerveau, ce qu'on commence à savoir faire, mais d'une manière extrêmement limitée, quelque chose qui est très réduit. Alors, on évoquera bien entendu tous les problèmes, toutes les réticences que posent bien sûr ces technologies de neurosciences et les problèmes d'éthique et, j'allais dire, religieux que cela peut poser. L'avenir va se garder donc de trop d'illusions. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation sur la présentation de mon webinaire en disant il ne faut pas aller trop vite, les choses seront plus compliquées qu'on peut l'imaginer. Alors comme d'habitude, le marché. Le marché des neurosciences, quoi qu'en disent les fournisseurs, est un marché de niche, c'est rien du tout. En 2020, c'était de 26 milliards de dollars sur la planète. On devrait atteindre en 2027 quelque chose comme 33 milliards de dollars, avec une progression donc annuelle, ce qu'on appelle le CAGR, qui est de 3,5%. C'est donc quelque chose de ridiculement faible. Alors je pense qu'on a fait des plans sur la comète, à mon avis, un petit peu trop tôt. Bon. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle donc les neurosciences? À l'origine, c'est une technologie qui n'existe pas depuis 15 jours. Non, non, c'est une technologie qui est très ancienne. Les neurosciences remontent, alors on positionne ça de cette manière-là, à l'université de la UCLA, donc l'université de Los Angeles, dans les années 70. Donc, il me semble qu'on est 52 ans plus loin. Or, quand vous regardez, on n'a pas fait, pas nécessairement au plan applicatif, mais on n'a pas fait, on va dire, au plan technologique de compréhension, on n'a pas fait des progrès décisifs. C'est pour ça que je suis toujours très réticent quand on fait des plans sur la comète, sur l'intelligence artificielle, sur des choses comme ça. Vous voyez, donc je dis, on verra comment ça va se passer. Bon, en tout cas, ça a commencé là. Alors, c'est l'ensemble des études qui portent sur le système nerveux, neurosciences bien entendu, et donc tout ce qui permet de coordonner les actions entre l'environnement extérieur, avec l'environnement extérieur, et c'est la communication entre les différentes zones du corps. Évidemment, pour ceux qui ont un cerveau, on montrera un peu plus loin, jusqu'à un vrai sens de l'humour, que tout le monde n'a pas de cerveau, mais pour ceux qui en ont un, eh bien, c'est ce qui permet donc de communiquer avec les différentes parties du corps, et c'est ça qu'on essaye donc de simuler. Alors, le cerveau, on a la moelle épinière, bien sûr, et il y a une structure périphérique qui comporte donc les ganglions et les nerfs, et les neurosciences portent à la fois sur la façon dont le système nerveux donc, est structuré et sur son fonctionnement. Vous voyez, c'est sur ces deux choses-là. Alors, elles ont surtout pour objet de mesurer la vérité, une émotion. Encore faut-il
On peut savoir où se trouve l'émotion. Vous voyez, je me suis brûlé, aïe, 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 ça se passe quelque part. Mais c'est quoi l'émotion? Qu'est-ce qui différencie le fait que j'ai ressenti quelque chose qui est chaud par rapport à quelque chose qui est froid? On n'a pas la moindre idée. Hein. Mais c'est ça qu'on voudrait faire. Essayer un petit peu de modéliser et comprendre le principe donc de l'émotion, interpréter une intention et permettre donc à des personnes de contrôler leur environnement, ce qu'on vient de dire, et uniquement par la pensée. Et ça, vous voyez, je suis certain que c'est le futur. Alors, le futur, dans peut-être 3000, hein, à mon avis, pas avant. Plusieurs disciplines sont concernées aujourd'hui. Alors, vous avez d'abord, c'est vraiment un domaine médical, donc je passe très rapidement, toutes les sciences biologiques et puis les neurosciences. Hein. Alors, c'est la neuroanatomie, c'est la neurobiologie, c'est la neuropharmacologie aussi, hein, vous voyez, pour les médicaments. Il y a tout ce qui concerne les sciences médicales des neurosciences, c'est-à-dire la neurologie et la psychiatrie. Vous vous rendez compte que si on arrivait à comprendre un petit peu, de manière un peu plus fine, les mécanismes du cerveau, on aurait fait quand même des progrès formidables en matière, donc, on va dire, psychiatrique. C'est les sciences cognitives des neurosciences. Donc, c'est toutes les neurosciences comportementales, c'est les neurosciences cognitives, bien sûr, sociales et affectives. C'est l'ingénierie et la technologie, car notre métier a fait une entrée remarquée donc, dans ce domaine, hein, donc avec l'imagerie donc, cérébrale, les tomographies, les IRM, la neuroingénierie, bon, des choses dont dans la neuroingénierie, d'ailleurs, on a les électroencéphalogrammes. Hein. Et puis, c'est toutes les applications que pourraient être utiles de l'informatique, à commencer par l'intelligence artificielle. Alors là, vous savez, hein, on est vraiment au début du commencement, hein, parce que nos réseaux neuronaux dont on se gargarise tellement c'est extraordinaire, en fait, c'est une petite plaisanterie douteuse par rapport à ce qu'est un cerveau. Bon. Les grands de ce monde, je vous l'ai dit, donc, sont impliqués, mais je ne suis pas certain qu'ils ont des motivations véritablement intéressantes. Alors, de quoi s'agit-il au fond? Vous voyez, donner quelques exemples un petit peu donc, de questionnaires actuels, la question que l'on se pose dans ce domaine, c'est par exemple où est stockée l'information, la mémoire. Alors je vais faire une petite comparaison entre le comportement d'un être humain avec son cerveau et comment est structurée une machine. Et il y a effectivement des analogies avec les trois niveaux dits de mémoire, vous voyez, et d'antémémoire, et puis on va expliquer un petit peu tout ça. Où est stockée l'information? Et est-ce que les neurones, finalement, ne serviraient que de relais entre un cœur qui se trouve dans une... Le neurone est constitué par un cœur avec des axones qui sont connectés à des dendrites. Ces dendrites permettent de se connecter à d'autres neurones, etc. Mais le rôle exact, on voit à peu près ce que fait le cœur, encore que je ne le comprends pas. Maintenant, le rôle exact d'un neurone, et puis surtout, les cellules gliales, vous savez, ce sont les cellules qui entourent les neurones. On ne sait pas très bien à quoi ça sert tout ça. Hein. Et donc, on voudrait quand même un peu mieux comprendre. Comment se met, alors une chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est comment se met en place un système nerveux pendant le développement d'un être humain. C'est-à-dire entre la naissance et puis disons, un âge plus avancé, le système nerveux évolue. Mais cette évolution, on la comprend très mal. Encore une fois, il ne faut pas mélanger le constat des effets avec la compréhension des phénomènes. Ce sont deux choses différentes. Hein. Et c'est un petit peu l'ambiguïté d'ailleurs qu'il y a dans ce domaine. Comment se déclenchent les maladies donc neurovégétatives? Hein. Pour la majorité d'entre elles, vous voyez, on ne connaît pas les causes et les facteurs, on n'arrive pas à comprendre réellement, à part quelques indices, comment fonctionne la maladie d'Alzheimer. Hein, où, vous voyez, on sait ce qui se passe, mais pourquoi c'est comme ça, on n'a aucune idée. Tout au moins, on a des idées quand même qui sont relativement faibles. Alors, le rôle des fameuses cellules gliales, donc effectivement, on peut se poser la question sur, quand on regarde l'anatomie réellement d'un neurone, ce qui est quand même assez fascinant hein, quand on regarde cette mécanique extraordinaire électrochimique qui relie les neurones entre eux, 100 milliards, vous vous rendez compte, un réseau de 100 milliards, et donc qui déclenche des opérations et le tout en temps réel, même dans un insecte, même dans n'importe quel animal. Hein, vous savez que nous avons dans notre cerveau à peu près le même cerveau, pratiquement le même cerveau, le même ADN, on va dire, qu'un cochon à 99,9%.
Ouais, donc, qui apparemment serait le plus proche donc, de nous. Alors, comment se déclenchent donc ces maladies neurovégétatives? Et ça, on s'y intéresse beaucoup. Pourquoi? Mais parce que vous l'avez constaté, la population, elle vieillit. Et donc, augmentation, donc, on va dire, de la maladie de Parkinson, de Creutzfeldt-Jakob, la maladie, donc, vous voyez, donc toutes ces maladies-là, Alzheimer, on voudrait quand même mieux le comprendre parce que sinon, ça va être un désastre parce que ça augmente énormément aujourd'hui. Quelle est la perception, ça c'est fondamental, et je trouve ça fascinant, la perception qu'il y a, la relation qu'il y a entre perception et réalité. Est-ce que vous êtes sûr, chers amis, que vous percevez toutes les choses de la même manière, du point de vue encéphalo, du point de vue cerveau, cervical? Déjà, on ne perçoit pas les couleurs pareilles. Bon, ça, on peut comprendre, peut-être que physiquement, on n'est pas fait de la même manière, admettons. Mais par contre, un même phénomène qui se produit, on le perçoit différemment. Donc, la question qui est posée, c'est quel est le lien qu'il y a entre un événement et sa perception telle que nous la ressentons? On n'en a aucune idée. Et en plus, ça change. Et ça dépendra énormément de caractéristiques, on va dire, physiologiques de l'individu, qui feront qu'on ne le percevra pas de la même manière dans le temps et pour une même personne. Alors ça, on aimerait bien savoir comment ça marche. Vous voyez? Donc, comment expliquer, par exemple, les états modifiés de conscience, qu'on appelle les EMC, c'est-à-dire la déviation par rapport à des normes générales de conscience à l'état de veille. C'est-à-dire quelles sont les différences de perception entre les rêves, les états hypnotiques, les hallucinations, l'état de transe, les méditations, les états mystiques, c'est-à-dire des états dans lesquels on est capable de reproduire un même phénomène, mais d'une manière différente. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas des rêves identiques pour un même phénomène entre plusieurs personnes? Aucune idée. Et pourtant, c'est fondamental. Et tout se trouve là-dedans. Alors, il serait peut-être temps maintenant de comprendre un petit peu mieux donc, comment ça marche. Bien. Alors, est-ce que vraiment, bon, je vous le disais, j'avais prévu dès le début que moi, je ne suis pas convaincu qu'on ait fait vraiment beaucoup de progrès. Alors, je vous ai dit qu'à mon sens, les neurosciences vont se développer d'une manière extraordinaire, mais dans un futur très lointain. Et à mon sens, on est actuellement en 2022, à mon avis, je parle de la partie compréhension, non pas les effets. La compréhension, à mon avis, ce n'est pas avant plusieurs centaines d'années. Plusieurs centaines d'années. Rendez-vous compte, on n'est même pas capable de modéliser correctement un réseau avec quelques machines. Vous voyez, ça part dans le mur, au bout d'un moment, sur la base de données à laquelle que les machines en question attaquent est un petit peu trop compliqué. On n'arrive déjà pas à le faire, ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec un réseau qui fait 100 milliards, vous voyez, en divisé en couches, un mécanisme absolument invraisemblable de complexité. Bon, cela dit, ce n'est pas un fantasme. Moi, je crois réellement qu'il faut faire des efforts très grands. Il faut investir, il faut dépenser de l'argent parce que le sujet le mérite. Ça, au moins, ça vaut la peine. Plutôt que d'aller faire la guerre comme Poutine, on ferait mieux de s'intéresser donc à tout ça parce que ça pourrait rendre des services à des gens qui sont dépourvus, on va dire, de sensations physiologiques aujourd'hui et qui sont très malheureux. Et ça vaut la peine. Et pas non plus aller se faire la guerre. Bon. Alors, tout va dépendre, bien sûr, des liens qu'on arrivera à reproduire entre le cerveau et les organes. Mais, je vous ai bien dit qu'il faut bien faire la distinction entre les effets et la compréhension des événements, la compréhension des choses. 100 milliards, on l'a dit, et vous voyez, ce n'est pas un petit réseau Internet. En 50 ans, c'est vrai qu'on a fait des expériences qui sont quand même pas mal. Mais je prétends, et j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là, qu'on est au point zéro des vraies avancées des neurosciences, par exemple en termes de médicaments. Vous en connaissez beaucoup, vous, les médicaments vraiment incontestables, les thérapies, bon, à part les psychiatres et puis des soins spécifiques. On n'arrive même pas correctement à traiter valablement une maladie comme la maladie d'Alzheimer ou de Creutzfeldt-Jakob, des gens qui sont terriblement malheureux. Et donc, on ne sait pas encore faire. Moi, je pense qu'en 2022, on est encore dans la recherche fondamentale et on y restera donc très longtemps. Regardez bien ce qui se passe.
quand vous regardez dans les organismes universitaires qui touchent à ces sujets, eh bien, ce sont des sujets de thèse, hein, ce sont des moyens, surtout aux États-Unis, pour avoir donc des subventions, hein, puisque souvent dans les universités, les milieux médicaux, ce sont des subventions qui viennent du privé, donc il faut démontrer qu'on est bon. Vous voyez, c'est tout ça. Vous voyez, moi, ce que je constate, c'est qu'on est à peu près 7 milliards de bipèdes en gros sur la planète, hein, plus Poutine, et il n'y en a que quelques dizaines, hein, qui finalement bénéficient donc des avantages, disons, d'une tentative thérapeutique donc, qui est liée aux neurosciences. Hein, donc, on n'est pas du tout, au niveau que certains prestataires ou certains observateurs sont en train de nous présenter. Je crois que c'est encore, à mon sens, un spectacle scientifique. Il faut à tout prix publier, hein, encore une fois, pour obtenir donc des budgets. Et puis, remarquez bien, vous le verrez dans quelques instants, il est très significatif quand même de constater que pratiquement les principaux sujets, enfin exemples de réussite dans ce domaine ont déjà plusieurs années d'existence. Donc finalement, on a fait les choses, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a progressé du point de vue spectaculaire et surtout du point de vue efficacité? C'est moins évident. Alors, le cerveau. Alors, le cerveau, pardonnez-moi la petite digression que j'ai mise ici à droite, hein, on cherche donc à comprendre les mécanismes du cerveau, au moins pour les gens qui en ont un, et donc a priori j'ai exclu quelques personnes qui participent à des matchs de soccer et à des matchs de hockey, encore que le hockey lui nécessite quand même une compréhension des règles qui n'est pas évidente. Bon, enfin. Donc pour ceux qui sont dotés d'un cerveau, hein, regardez ce truc. Entre 80 et 100 milliards donc, de neurones, hein, avec des lobes, hein, vous avez ici 5 lobes, lobe frontal, lobe pariétal, lobe occipital, vous avez donc le lobe temporal, le cervelet donc, qui est juste derrière, et puis le tronc cérébral. On sait aujourd'hui à peu près positionner les sensations, on va dire, vous voyez, la coordination des mouvements, des sensations tactiles, la pensée créative. Alors bien sûr, je ne parle pas des efforts de soccer et de hockey. Hein. La réaction émotionnelle. Je n'ai rien contre les efforts de hockey, ni de soccer. Bon, c'est une monstruosité de complexité, donc je vous l'ai dit, hein, 160 000 km d'axones. Hein. L'axone, c'est ce qui relie les noyaux à des dendrites, et finalement, pour pouvoir propager donc une impulsion électrique, une impulsion physico, enfin chimico, donc électrique. 160 000 km. Vous vous rendez compte? C'est plus gros que tous les réseaux de la planète. Enfin, c'est pas tous les réseaux cumulés, mais vous vous rendez compte que c'est absolument considérable. Bon, alors, maintenant, je voulais faire une petite comparaison avec, qui est assez amusante avec, entre la mémoire, sur le plan uniquement le principe de la mémoire dans le cerveau, et puis un ordinateur. Alors, vous savez qu'un ordinateur, vous avez donc une mémoire vive, et puis vous avez une mémoire dite d'antémémoire, comme disait IBM autrefois, c'est-à-dire dans lequel on mettait les instructions et les données qui ont le plus de chances d'être redemandées à partir du moment où elles ont déjà été demandées. Alors aujourd'hui, vous savez bien qu'on a plusieurs niveaux de mémoire cache, car on appelle ça des mémoires cache aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est une façon, donc, on va dire, de ne pas perdre son temps à aller chercher très loin ou ailleurs et de perdre beaucoup de temps des données qui seront donc disponibles. Alors, on sait par exemple que les antémémoires maintenant, ou les mémoires cache, sont faites avec des circuits électroniques qui sont beaucoup plus coûteux, hein, particulièrement rapides. Bon, c'est ce qu'on trouve dans toutes les machines. Et puis vous avez le troisième niveau, qui est le niveau du stockage à long terme. Eh bien, au fond, avec ça, on a un petit peu simulé, copié le comportement donc d'un cerveau. Alors c'est simplement à titre intellectuel, hein, pour se faire une idée de la manière dont ça se passe. Hein. Alors, il y a aussi 3 opérations dans le cerveau. Vous avez le codage, la consolidation et vous avez la recherche. Alors, le codage, c'est ce qui se passe en mémoire vive. C'est là où se font les traitements. C'est une phase
d'enregistrement des informations, et la pérennité de cette phase d'enregistrement va dépendre de l'attention qu'on va prêter, donc, vous voyez, on va prêter donc à ces éléments. Bon, dépend de l'attention et éventuellement de l'émotion qui les a accompagnés. Parce que ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je suis en train de lire quelque chose, je n'y comprends rien parce que je suis fatigué. Mais c'est quoi la fatigue intellectuelle d'un cerveau? C'est quoi ça? Et pourtant, c'est vrai. Hein, il y a des gens qui travaillent mieux le matin, d'autres qui travaillent mieux le soir. Pourquoi ces choses-là? Vous comprenez à quel point donc, on est quand même désarmé pour expliquer donc, ce genre de choses. Alors, la persistance dans le cerveau, elle dépend de l'attention. Alors ça a été, sinon prouvé, en tout cas, ça a été quand même montré. C'est-à-dire que quand vraiment, on prête une attention forte à quelque chose, ou à un nom, ou à un événement, on a quand même des chances de pouvoir s'en souvenir longtemps après. J'ai fait cette expérience. Quand j'étais enfant, il y a longtemps, hein, quand j'étais enfant, je devais avoir 6 ou 7 ans, et un jour, j'ai voulu m'incruster dans mon cerveau une scène, qui était la scène d'une pièce dans laquelle je me trouvais. Avec, il y avait 2 tables, il y avait 2 fenêtres, je voulais me mettre ça dans la tête. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'était ce que je voulais faire. Eh bien, de très nombreuses années après, je m'en souviens encore. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça s'explique donc les physiologues, eh bien, l'attention, je m'étais concentré pour m'en souvenir. Et donc, c'est vrai, j'ai des chances donc, de m'en souvenir. Cela dit, ce n'est pas toujours le cas. Alors, il semblerait, voilà, je ne suis pas spécialiste quand même de la localisation cervicale, il semblerait que, en fonction du contexte, de la nature de la scène, des mots ou des choses dont on veut se souvenir, eh bien, ce n'est pas au même endroit. Une même information pourrait se stocker dans des endroits très différents selon ce que l'on veut faire avec. C'est encore plus compliqué. Alors ça, par contre, un ordinateur, lui, non, il y aura une mémoire, éventuellement une mémoire cache ou plusieurs niveaux de mémoire cache, mais on n'ira donc pas à cette finesse-là. Alors, la phase de consolidation donc, dans le cerveau, ça consiste à transférer les données vers la mémoire à long terme. Car aussi, il y a l'équivalent des disques, hein, c'est une mémoire à long terme. Et donc, ça se fait comment? Par répétition de l'information jusqu'à ce qu'on s'en souvienne. Alors, je l'imagine que vous êtes comme moi, hein, où il y a des mots, il y a des trucs dont vous n'arrivez pas à vous souvenir. Et puis, il y a des choses pour lesquelles vous faites aucun effort. Vous avez remarqué qu'en général, ce sont des plus inutiles. Hein, et on ne fait pas d'effort, mais par contre, là, on s'en souvient. Quand on veut se souvenir de quelque chose, c'est ce que je disais il y a un instant, donc il faut faire un effort. Donc, il y a une phase, on va dire, de consolidation. Et puis, vous avez la troisième activité, hein, donc vous pouvez regarder ça plus en détail si vous voulez, hein, c'est celle qui est l'activité de recherche, hein, comme pour une machine. Et en fait, dans ce process, le cerveau va réanimer les cellules de l'hippocampe et du cortex supérieur où ont été stockées les informations, certaines en tout cas, une donnée fréquemment rappelée ayant plus de chances d'être rapatriée dans de bonnes conditions. Bon, vous voyez, il y a quand même quelque part une certaine analogie entre le comportement d'un ordinateur avec la fameuse architecture dite de von Neumann par rapport à un cerveau. Sauf que le cerveau, lui, il est des milliards de fois plus compliqué hein, et qu'on n'est pas du tout dans la même cour. Donc, quand même, quelques analogies. Alors, est-ce qu'on peut déjà imaginer un cerveau artificiel? Alors là, il ne faut vraiment pas rêver. Hein. La réponse, non. Mais pas avant longtemps. Alors maintenant, il y a des projets. Hein. Je vous avais déjà parlé de ces 3 projets. Donc, il y a un projet américain, un projet chinois et puis un projet européen, principalement. Il y a US Brain donc, qui veut imaginer donc, un cerveau donc, artificiel. Hein. Le projet européen, pareil, le projet chinois, mais je crois que bon, on n'y arrivera jamais. Ce n'est pas la même chose que simuler un cœur, qui au fond, ce sont des pompes pour pomper donc, du sang. Là, c'est beaucoup plus compliqué. On ne sait même pas comment ça fonctionne. Alors, comment voulez-vous faire un cerveau artificiel? Bon, vous voyez, par exemple, ce que je dis tout le temps, on n'est pas capable de positionner dans le cerveau la notion de conscience et la notion de libre arbitre.
le fait que je prends ma souris et pas mon téléphone. Ça, c'est le libre arbitre. Mais il est où le libre arbitre? Dans les doigts de pied? Dans la ceinture? Dans la tête? Il est où? J'en sais rien. Donc, vous voyez, moi, je crois que, en fait, la confusion que nous faisons tous, c'est la suivante. C'est que plutôt que d'avoir des espoirs démesurés, même s'il faut travailler là-dessus, démesurés sur l'évolution de la compréhension du cerveau, il faut travailler sur l'augmentation du cerveau. Après tout, je me fais mettre un bridge dentaire ou je me fais mettre une main artificielle, ça c'est une augmentation du corps humain. Et là, on peut parfaitement imaginer donc des moyens artificiels qui permettraient d'augmenter les capacités. Et en particulier, la capacité d'aller lire des bases de données gigantesques. D'ailleurs, on aurait notre cerveau qui pourrait être connecté à une sorte de Google, ce qui n'est pas du tout impossible là. Attention, hein, mais cela dit, je ne comprends pas comment ça marche. Mais cela dit, je suis capable de prévoir une extension qui pourrait être une base de données de très grande dimension pour augmenter la capacité de mon cerveau. Alors là, il y a effectivement donc des progrès qui sont faits actuellement hein, et qui sont quand même significatifs et qui nous donnent beaucoup d'espoir donc pour demain. Maintenant, c'est ce que disait Kurzweil, donc, qui est à l'origine d'une philosophie, car c'est un peu une philosophie, de ce que l'on appelle le transhumanisme, qui dit qu'on arrivera à dépasser nos capacités naturelles de l'être humain. Oui, mais ça, Darwin l'avait dit depuis très longtemps. Il y a une évolution donc, de l'être humain qui va s'adapter aux conditions dans lesquelles il se trouve. Et ben, ça se fera après par une augmentation de certaines capacités qui peut-être seront inhibées ou limitées et qu'on voudrait au contraire développer. Ça, j'y crois beaucoup. Mais je ne vois pas de différence finalement entre ce que prévoyait Darwin et puis ce qu'imagine, d'une manière un peu folle d'ailleurs, notre ami Kurzweil. Donc, cerveau artificiel, il ne faut pas rêver. De toute façon, je crois que ça ne servira pas à grand-chose. Alors, on passe rapidement sur quelques exemples. Alors, ce qu'on appelle les interfaces entre le cerveau et puis autre chose. Alors, ça peut être entre le cerveau et un bras artificiel, ça peut être entre le cerveau et un ordinateur, ça peut être un petit peu tout ça. Bien. Globalement, on parle de Brain-Computer Interface. Donc, vraiment, c'est le lien entre les différentes zones de cerveau avec trois types d'interfaces plus ou moins, on va dire, traumatisantes. Alors, vous avez ce qu'on appelle donc des interfaces invasives, où là, vous avez le circuit ou l'élément électronique que vous avez ajouté qui est implanté dans le cerveau, à l'intérieur. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de ce que fait actuellement, de ce que voudrait faire Elon Musk. Elon Musk, il est en une technologie dite semi-intrusive, c'est-à-dire que c'est à l'extérieur, on va dire à la surface du cerveau. Donc, ce livre est intrusif. Et puis, vous avez des moyens, on va dire, de communication qui sont extérieurs donc, au cerveau. On n'est pas obligé d'aller traumatiser le malheureux cerveau pour communiquer avec lui. Donc, il y en a trois. Alors, les connexions avec le cerveau se font dans les deux sens. Alors, on est vraiment dans le monde de l'informatique, unidirectionnel, ou au contraire dans les deux sens. Et j'ai donné ici un exemple qui est celui de l'implant cochléaire qui donne un certain niveau d'audition pour les personnes atteintes de surdité profonde. Donc, on appelle ça les surdités endocléaires profondes. Enfin, c'est les médecins qui me l'ont dit, parce que j'en sais rien, hein, mais je le crois. Ou sévères, ou alors, par exemple, les gens qui souffrent de cette chose très désagréable, ce qu'on appelle les acouphènes. On entend donc des bruits bizarres que personne d'autre dans notre entourage donc l'entend. C'est quand même un peu curieux, hein, mais là, ça permettrait donc, ça permet de traiter ce genre de choses. On dépose des électrodes donc chirurgicalement hein, et qui permettent de stimuler directement donc les terminaisons nerveuses de l'audition qui se situent, bien sûr, vous l'avez deviné, dans la cochlée. J'ai découvert ce qu'était une cochlée au passage. Bien. Alors, à quoi ça va servir tout ça, cette BCI? Donc, ça va nous servir à traiter des problèmes de perte de mémoire. On peut l'améliorer. La cécité, la paralysie, la dépression, les insomnies. Parce que si on arrive à traiter l'état d'anxiété aussi, hein, vous voyez, les douleurs que l'on ressent, psychosomatiques ou pas, la dépendance, et puis bien entendu,
prévenir des accidents donc, de type vasculaire, donc cérébraux. Donc évidemment, on a beaucoup d'espoir là-dedans. Alors, vous avez ici, sur la partie gauche de mon écran, vous avez donc un certain nombre de choses que l'on peut faire. Alors, on mesure ce qu'on appelle le SUA, l'activité la monoactivité, la multiactivité. On mesure l'électrochographie, encore quelque chose de particulier, la spectrographie avec, dans l'infrarouge proche. Enfin, il y a un certain nombre de choses, des fonctions de résonance magnétique, voilà, plein de choses, électroencéphalogramme bien entendu, voilà, des signaux qui dépendent de la circulation donc, du sang, etc. Donc ce sont des moyens, les BCI, qui nous permettent, soit on les met carrément dans le cerveau, soit on les met à l'extérieur, soit on les met ou simplement au contact, de traiter tout ça. Alors, on est, encore une fois, au B.A.-ba du début, du commencement, le alpha positif tendant vers 0. Hein. On en est là. Mais bon, on peut espérer quand même s'améliorer. Alors, quelques interfaces, donc, quand même assez spectaculaires, que j'avais déjà évoquées. Hein. Je rappelle rapidement, par exemple, la restauration de la vue. Alors, c'est un terme qui est bien sûr beaucoup trop ambitieux, car on ne restaure pas la vue, on restaure certaines sensations de vue. Hein. Alors, on a deux types de restauration, ça s'appelle le type épirétinien, c'est sur la rétine, et puis on dit le subrétinien, c'est derrière la rétine. Alors, en fait, je vais vous montrer d'ailleurs juste après un petit peu comment ça marche. Hein. Le premier à faire ce genre de choses, c'est un dénommé Dobel, hein, qui a fait ça sur un aveugle adulte, qu'on appelle Géry, en 1978. Donc, vous voyez que ce sont des technologies qui sont anciennes. Et au fond, on n'a pas fait de progrès vraiment significatif, même s'il y en a eu, mais vraiment de progrès significatif qui me permettrait de dire on va aboutir dans 10 ans, dans 20 ans, parce que ce n'est pas vrai. Vous voyez, celui-là, il a implanté une caméra donc, dans des lunettes qui envoie un signal à un implant. Hein, donc, et puis, il faut une grosse machine en arrière-plan. C'était comme ça tout au moins au départ pour traiter donc, les signaux. En 2002, il y a une deuxième génération donc, de l'implant dit Dobel qui permet de concevoir les contours. Et on n'est pas simplement dans des taches qui apparaissent, mais on est dans des contours. Alors, il se dit que l'aveugle Jens Neumann aurait été traité avec cette technologie-là. Il aurait pu conduire une voiture à petite allure. Bon, peut-être, j'espère pour lui, hein, mais ouais, ça me paraît quand même pas très significatif. Alors ça, c'est simplement l'explication du fonctionnement. Hein. Vous voyez, donc, avec des caméras numériques qui sont intégrées dans une paire de lunettes, qui transmet des informations visuelles à un micro-ordinateur qui est placé dans la poche, donc on n'est plus obligé maintenant d'avoir un monstre, hein, ou à la ceinture du patient, et le signal est traduit, donc il est traduit donc, en courant électrique qui progresse sur une natte de fil qui pénètre dans l'œil pour finalement atteindre l'implant qui est donc situé sur la rétine ou derrière la rétine, donc c'est une matrice telle qu'on la voit ici. Alors, on arrive à faire des choses, vous voyez, on arrive à peu près à simuler donc, les neurones rétiniens par des électrodes. On en a à peu près 1500 de nos jours. Et on a quelques exemples de technologies qui fonctionnent comme ça. C'est par exemple Argus 2, qui est américain, Iris 2, qui fonctionne également, qui lui est français. Voilà, donc, alors ça ne va pas très très loin, mais c'est pour ces personnes-là. Je reconnais que c'est un espoir fantastique, simplement il faut le moduler en se disant qu'on n'a pas tout traité. Alors, parmi les interfaces également invasives, je vous répète, hein, c'est donc le fait de mettre quelque chose d'étranger à l'intérieur du cerveau, c'est la restauration de la mobilité. Et j'aime beaucoup les exemples que je vais vous donner ici, parce que d'abord, c'était des gens courageux. Matthew Nagle, donc malheureusement il est mort maintenant, il était tétraplégique et il a été le premier à contrôler donc une main artificielle par une technologie de type neurosciences. L'implant a été placé, donc là, ici on est dans une technologie invasive, donc on est à l'intérieur du cerveau et ça permet de contrôler le déplacement donc, du bras. Ça s'appelle le gyrus précentral. D'ailleurs, les médecins ont un chic pour inventer des mots absolument incompréhensibles. Hein. Et donc, Nagel a été capable de piloter donc, un ordinateur, la télévision et également l'éclairage. Mais vous vous rendez compte, uniquement avec la pensée. Hein.
c'est quand même. Et puis un autre exemple que je trouve fascinant, moi, je vais dire, j'ai beaucoup d'émotions quand je vois le courage de ces gens-là, alors que nous, on est en train de se plaindre en permanence, et puis qu'il y a un Poutine là-bas qui fait n'importe quoi. Alors, c'est un dénommé Jan Burkhardt. Donc, il a été paralysé, donc c'était à la suite d'un accident, donc ça veut dire qu'il avait connu la vie d'avant. C'est pas forcément la meilleure des choses, hein. Bon, entre guillemets, bien sûr. Alors, c'est une interface qui lui permet maintenant d'effectuer 7 mouvements avec son bras, et donc piloté par la pensée. Et il peut même jouer de la guitare. Ouais, bon. C'est une grande première, ça. Hein, c'est plein d'espoir, hein, de commandes par la pensée. Et donc, il y a eu 15 mois de rééducation qui ont abouti, qui ont permis de saisir une bouteille. 15 mois de rééducation. Ça lui a permis également de verser le contenu de la bouteille dans un bocal. Ça lui a permis de tenir un téléphone à l'oreille, de remuer le café, de ramasser une cuillère au sol et de jouer de la guitare avec un jeu vidéo. Alors, ce que je trouve fantastique, c'est que ce garçon vivait chez ses parents auparavant, parce qu'il avait besoin de 12 heures de soins par jour. Enfin, vraiment, vous vous rendez compte, c'est épouvantable. Alors maintenant, il n'a besoin plus que de 4 heures de soins par jour, et surtout, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis autonome et il vit seul maintenant. Alors peut-être pas dans des conditions idéales, mais il vit seul et il a besoin de personne, a priori, pour exister. Je trouve ça particulièrement émouvant et plein d'espoir donc pour le futur. Car là, on pourrait apporter quand même quelque chose qui présenterait vraiment un intérêt pour plein de gens. Et bien sûr, on peut étendre ça à beaucoup de domaines, c'est évident. Alors, les interfaces semi-invasives, telles que celles qu'on imagine maintenant avec nos amis de chez Elon Musk, hein, bon, alors, la seule différence, c'est que plutôt que d'être implanté à l'intérieur, d'ailleurs, petite parenthèse, mettre un circuit électronique ou une matrice électronique à l'intérieur du cerveau, bon, ce n'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours. Hein. Et Elon Musk a dit, lui, le jour où on fera ce genre de choses, on ne fera pas confiance aux chirurgiens. Parce qu'un chirurgien peut être de mauvaise humeur, il a bu du café, il tremble, il a des problèmes personnels, il a un peu porté sur la boisson. Donc, pour se faire ce genre de choses, on va se servir uniquement de robots. Vous voyez ? Parce que lui, en principe, le robot ne devrait pas avoir d'émotion particulière à la suite du whisky qu'il n'aurait donc pas bu la veille. Alors, c'est le cas donc c'est le cas donc d'Elon Musk maintenant. À mon avis, hein, je vais y revenir dans un instant, hein, mais Neuralink aujourd'hui, qui est donc l'entreprise qu'a lancée donc Elon Musk, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. C'est bien beau de dire on va tuer la mort. Alors, ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est Google qui a dit ça, on va tuer la mort. Mais j'attends toujours. Et ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un nombre gigantesque de personnes qui sont privées, disons, des conditions minimales de comportement, hein, qui sont tétraplégiques, qui ont plein de choses comme ça, ou des inconvénients moteurs graves, et on n'a pas beaucoup progressé. Je trouve que c'est plus une question d'image. C'est ce que je vais essayer de développer un peu plus loin. Bon, vous voyez, il y a un adolescent, par exemple, qui a pu jouer à un jeu qui s'appelle Space Invaders, donc grâce à un implant de type comme ça, mais il se pose simplement à la surface du cerveau. Bon, ce n'est pas forcément très agréable, mais enfin, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est moins traumatisant, on va dire, qu'une interface donc, invasive. Bon. Alors, le contrôle d'une machine par la pensée. Voilà un exemple que j'ai trouvé absolument fascinant également. C'est celui donc, qui permet donc de piloter donc un ordinateur. Là, tout à l'heure, on parlait d'objets courants. Je prends une bouteille, je verse le contenu de la bouteille par la pensée. C'est-à-dire que je suis dans la situation du film, vous savez, Firefox, avec le pilote qui commande donc un avion soviétique à l'époque, uniquement par la pensée. C'est pas quelque chose d'impensable, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais à mon avis, c'est pas pour demain, je l'ai déjà dit. Hein.
Bon, alors le problème d'une relation qu'il y a entre le cerveau et puis le pilotage d'autre chose, un jeu ou un ordinateur, c'est qu'il faut un apprentissage qui est assez long. Je vous ai parlé de 15 mois là, pour notre exemple précédent. Donc il faut un apprentissage qui est fatigant, qui est décourageant. Tout ça pour aboutir à quelque chose qui peut-être pour eux apparaît comme fantastique, mais pour nous, nous semble quand même relativement donc limité. Et au passage, d'ailleurs, je voudrais signaler l'extraordinaire comportement des médecins et des centres de recherche qui ont fait vraiment des choses étonnantes. Il faut avoir une patience vraiment pour arriver si vous voulez, à supporter tout ça, parce que c'est difficile. On partage donc avec le patient, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas, ils partagent avec le patient un état qui est un état vous voyez, très très déprimant. Bon, très bien. Alors deux exemples, hein, j'avais déjà signalé l'exemple de deux Australiens, donc à l'université de Melbourne, qui souffraient d'un trouble neurovégétatif dégénératif, qui avait reçu donc un implant cérébral qui s'appelle le Stentrode, installé donc dans le cerveau en passant par la jugulaire et qui permet de contrôler l'ordinateur en pensant à des mouvements du corps. Alors, il y a 16 capteurs dans cet équipement reliés à un fil qui fait 50 cm, un transmetteur infrarouge qui est logé dans la poitrine. Un récepteur externe est porté par-dessus cet emplacement et qui est relié à l'ordinateur. Alors là, l'une des deux personnes qui s'appelle Philippe O'Keefe a expliqué qu'il lui suffit d'imaginer un mouvement pour réaliser une action sur l'ordinateur, par exemple bouger sa cheville gauche ou faire un clic sur l'ordinateur. Bon, maintenant, il y a d'autres exemples qui ont été réalisés avec ça. Et le système permet d'écrire à une vitesse de 20 caractères à la minute. 20 caractères à la minute, c'est énorme, avec une précision qui est à peu près de 90%. Alors évidemment, si vous devez revenir sans arrêt sur ce que vous avez donc pensé, ça serait moins bien. Alors, il paraît que Mercedes aurait fait des progrès significatifs pour piloter une voiture, donc uniquement par la pensée. Je pense que ça ne rendra pas les automobilistes plus prudents, mais enfin bon, admettons, pourquoi pas. Et alors, ce que je trouve amusant et intéressant également, c'est le fameux jeu vidéo. Alors, il y a un jeu vidéo à 3 cerveaux. Alors, en gros, c'est à peu près ce qui est représenté ici sur l'image de droite. Vous avez 3 personnes. Vous avez sur un écran ce qu'on appelle un bloc. C'est ici, c'est en rouge. Et puis, en bas de l'écran, vous avez des zones vertes qui sont à certains intervalles, vous avez des espaces. L'idée, c'est de retourner les blocs et de les faire passer par l'espace qui est libre. Alors, il y a des problèmes de taille, évidemment, là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui va tourner donc, le bloc ne voit pas les intervalles disponibles. Par contre, les deux autres qui vont donc constater, eh bien, eux ne peuvent pas faire tourner les blocs, ni réduire donc leur taille, et donc ne constatent qu'une chose, que ça passe ou ça ne passe pas. Eh bien, c'est un jeu à 3 cerveaux qui se parlent uniquement par la pensée. Alors là, il faut reconnaître. Et alors, le fonctionnement, c'est que chacune des actions qui va donc être lancée pour voyez, donc, tourner le bloc ou le faire passer par un espace, eh bien, il est lié à un électroencéphalogramme. Donc, il va mesurer une activité très précise d'une zone du cerveau. Et en fonction de cette mesure de l'électroencéphalogramme, eh bien, on fera une chose ou une autre. Donc, par la pensée, on va piloter les choses. Vous voyez, donc une espèce on va dire, de fonctionnement à 3 cerveaux sur un jeu. Ce n'est pas ça qui va révolutionner la planète demain matin, mais admettez quand même que c'est quand même assez extraordinaire. On en est à 3, parce que pourquoi pas ne pas être à 15 demain? On peut très bien imaginer ce genre de choses. C'est une transmission directe entre les cerveaux. Alors, encore un sujet ici dont on a déjà parlé, c'est donc la fameuse télépathie. Moi, je suis très, très positif sur la compréhension, pas sur la compréhension donc, des mécanismes du cerveau, mais sur le fait qu'un jour, on arrivera à faire des choses quand même qui sont extraordinaires. Mais ce jour, ça sera peut-être dans 1000 ans, mais pas maintenant en tout cas. La télépathie, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est quelque chose qui est naturel chez nous. C'est une fonction
qu'on n'a jamais mise en œuvre parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, tout ce qu'on constate, c'est encore une fois des effets. On s'aperçoit, tiens, c'est bizarre, je pensais la même chose que toi. Vous voyez? Alors, la télépathie, c'est évident qu'elle existe. C'est évident. Hein, j'avais présenté, c'est déjà ces caractéristiques. Deux personnes qui se connaissent bien, qui pensent à l'unisson à la même chose, alors soit parce qu'elles sont télépathes, mais on ne sait pas à quoi ça correspond, soit parce que c'est le résultat d'un raisonnement cognitif. C'est-à-dire que, si vous voulez, une discussion préalable, c'est une sorte d'apprentissage de type machine learning, hein, d'apprentissage d'intelligence artificielle, une idée qui est partagée sans qu'on s'en aperçoive. Alors, ça sera peut-être de la télépathie, plus de l'apprentissage, mais il est à peu près certain qu'on arrivera, et à mon avis, ça par contre relativement vite, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre vraiment le mécanisme intime de ce qu'est la télépathie, et donc on arrivera à faire des choses assez vite. Et donc, on pourrait donc communiquer de cette manière-là. Il y a des personnes, vous voyez, qui captent surtout des pensées et d'autres des images. C'est quand même assez bizarre, ça, on ne sait pas pourquoi. Ou d'autres des sensations. Il y a un qui va penser à une chanson, l'autre qui va se mettre à la chanter. Ce n'est pas la même chose que penser à la chanson et la chanter. Il y en a un qui a une phrase sur le bout de la langue et l'autre qui va l'énoncer. Il y a quelqu'un qui a envie de voir un film et l'autre qui lui propose, tiens, tu veux aller voir ce film, mais sans qu'il se soit consulté avant. Donc il y a cette différence entre, dans la fameuse perception que j'évoquais tout à l'heure, hein, ça serait très intéressant de comprendre un peu mieux pourquoi cette perception est différenciée. Bon. Un tempérament empathique nous prédispose à éprouver dans notre corps les sensations et les émotions de l'autre. C'est vrai, on est réceptif. Mais c'est quoi la réception? Ça se situe d'abord où? Et c'est quoi être réceptif à ma conjointe, mon conjoint, ou à l'inspecteur du fils, je n'en sais rien, non pas lui, mais voilà, d'autres, hein, vous comprenez? Et donc c'est quand même fascinant ce genre de choses. En plus parce qu'on n'y comprend rien. Bon. J'ai bientôt terminé donc, ma présentation. Donc, quelques mots sur Neuralink. Hein. Neuralink, c'est une initiative d'Elon Musk qui remonte maintenant donc, à 2020. Pourquoi? Je me dis, moi, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il y a beaucoup de mégalomanie là-dedans. Il a beaucoup d'argent, c'est certain. Et il veut se donner, à mon sens, une image futuriste. Ouais, mais bon, mais je crois aussi qu'il voudrait bien faire des bénéfices hein, là-dedans. Mais ce n'est pas demain la veille. Alors, ce qu'il veut faire, lui, c'est s'attaquer aux dommages créés par les traumatismes du cerveau jusqu'à la mémoire. Hein. Il veut donc implanter un dispositif, mais de type semi-intrusif, hein, sur la surface du cerveau, ce que font tous les autres systèmes, pour pouvoir interpréter donc, les signaux électriques qui sont émis par les neurones. Il voudrait pouvoir corriger les comportements déviés, et ça, c'est une bonne idée. La schizophrénie, par exemple, il en a beaucoup parlé. Alors, il a présenté ça comme un avantage. Vous voyez, dans les exemples dont j'ai parlé juste avant, on a toujours des câbles reliés à autre chose. Bon, là, il n'y a plus de câbles. Sauf, alors il utilise une connexion, et là, en tout cas, c'est ce qu'il avait présenté au départ, une connexion qui est une connexion de type Bluetooth à faible énergie. Sauf que, vous avez peut-être vu ces jours-ci que des criminels ont utilisé les failles qu'il y a dans la connexion sans fil de type Bluetooth faible énergie pour mettre à bas des mécanismes, vous voyez, donc pénétrer donc des systèmes. Imaginez que l'on puisse moduler le comportement d'une personne. Et on pourrait, et ça c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. L'interface qui est une interface Bluetooth, si elle permet de faire des choses sur un cerveau, eh bien vous n'avez plus qu'à pénétrer cette interface, et aujourd'hui c'est faisable. Et il y a ces jours-ci, donc des hackers sont montrés comment on faisait. Alors, bon. Elon Musk, dont je vous avais dit, il prévoit donc des interventions qui se feront par des robots. Hein. Bon. L'avantage que j'y vois quand même là-dedans, en dehors, si vous voulez, de l'aspect, on va dire, un petit peu l'image futuriste, c'est que vraiment Elon Musk a beaucoup de moyens. Donc ça permettrait sans doute de faire des progrès, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de recherches qui se font, mais des recherches qui sont disséminées dans plein de laboratoires dans le monde, où chacun essaye un petit peu de démontrer qu'il a été plus loin que les autres. Et ça, c'est pas bon, parce que n'oublions jamais une chose, c'est que l'objectif, c'est l'être humain. Donc voilà. Bon.
Il avait dit « blow your mind ». Bon, ça, je vais vous en mettre plein la vue, en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a un côté quand même très, très théâtral dans ce que fait, donc Elon Musk. Alors, quelques réticences et dangers avérés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu inquiet devant tout ça, parce qu'il faut quand même savoir jusqu'où on peut aller. Hein. On craint de perturber le métabolisme du corps. C'est un domaine donc, qui, là encore, est très, très mal compris. Hein. Il y a des gens qui refusent le vaccin du Covid. Alors je ne les vois pas accepter donc, un implant. Un implant, c'est une véritable opération. On ne connaît pas non plus les effets à long terme. Hein, tout le problème de la radioactivité et de l'amiante. Il y a des gens qui ont des principes philosophiques, voilà, tout simplement. Par exemple, en religion, certains disent on ne touche pas à ce que Dieu a créé. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, il y a des gens qui présentent ça comme un principe dont il ne faut pas déroger. Alors, il y en a qui ont dit, j'ai vu n'importe quoi sur le sujet, qui ont démontré que, bien entendu, les neurosciences, c'est le signe de la bête. La bête, c'est-à-dire donc, le fameux chiffre, nombre 666. Hein. Par cet intermédiaire, on a dit déjà maintenant dans les réseaux sociaux que maintenant le cancer c'est fini parce qu'on connaît les liens qu'il y a entre le cerveau et puis le développement donc, de cellules cancéreuses, donc c'est terminé, le cancer est résolu. C'est pas vrai, hein. On peut aussi parler de la fin du monde, ça c'est pour mes amis canadiens, on peut aussi imaginer que le Canadien va gagner un match, qui serait quand même quelque chose d'assez improbable. Bon. Il y a des gens qui ne voient pas à quoi ça sert. Hein. Des gens aussi qui considèrent que c'est une exposition grave donc à des problèmes de sécurité. Hein. On parlait des criminels il y a quelques instants. On peut aussi implanter donc, des éléments sans autorisation donc, des patients. Il faut quand même pouvoir codifier tout ça. Hein. On peut imaginer aussi on va dire des usages non contrôlés qui se font à notre insu, des préconisations de médicaments. Très facilement, il pourra vous rendre compte. Quand on est rentré dans votre cerveau, on dit voilà, vous devez prendre tel médicament. Une espèce de rêve qui vous arrive, auquel vous allez obéir. Hein. Et puis, alors, quant aux contraintes réglementaires, j'ai souvent dit d'ailleurs que les contraintes réglementaires de type RGPD ou GDPR en anglais me semblent avoir 1000 ans de retard maintenant, parce que c'est de ça dont on parle maintenant. Hein. Ce sont véritablement, c'est la pénétration dans le cerveau. Et donc, alors là, les données personnelles, bonjour, hein, c'est que ça sera quand même assez donc, catastrophique. Bon, j'avance donc sur… Alors, et puis les problèmes d'éthique, oui, jusqu'où donc on peut aller pour modifier la nature, hein, c'est un problème donc philosophique. Hein. L'accord du patient, je l'ai évoqué. On se pose des questions aussi sur la qualité de vie des patients. Maintenant, ça va mieux, mais avant, quand on était relié donc une machine qui faisait 45 tonnes, bon, ce n'est pas très évident. Hein. Et en plus, on ne sait pas très bien quelles sont même pas du tout, quelles seront les conséquences physiologiques sur la désorganisation éventuelle du cerveau. C'est bien beau d'aller mettre des choses là-dedans, mais si ça se trouve, on va modifier son comportement. Et ça pourra avoir des répercussions sur le reste du corps. Bon, on peut modifier le comportement et les personnalités des gens. Vous voyez, quelqu'un qui est optimiste devient subitement donc pessimiste. Des blocages religieux, j'en ai parlé. L'amélioration donc problématique est évidente par l'implantation de prothèses numériques dans le cerveau. On peut considérer que c'est une atteinte à mon intégrité personnelle. C'est tout à fait crédible. Kurzweil, j'en ai parlé. Il y a en plus un risque de discrimination entre ceux qui vont pouvoir accéder donc à ces soins et ceux qui ne pourront pas. Hein. Et alors, que penser des animaux qui nous servent de cobayes aujourd'hui? Hein, ce malheureux cochon à qui on a mis donc un implant numérique dans le cerveau, et il est devenu subitement complètement… il ne faisait plus rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein, on comprenait, on arrivait à visualiser, on l'a fait aussi sur un chat, ça. On a visualisé donc les images que voyait donc le cochon en question dans son cerveau, mais on l'a rendu tout timide, il n'osait plus bouger. Alors,
qu'est-ce qu'on a fait sur cette malheureuse bête? Bon, on ne sait pas. Hein. Donc, moi, qui suis un grand défenseur des animaux, je suis toujours un petit peu inquiet quand je vois ce genre de choses. Et puis, les terribles conséquences donc, sur la capacité de lire les pensées, cette possibilité était mise entre des mains totalitaires. Vous voyez? Donc, c'est quand même extrêmement inquiétant. Donc, je termine par ceci. Alors, moi, je pense qu'il faut se garder de trop d'illusions. Hein. C'est un Himalaya de la technologie. C'est passionnant, c'est fascinant, je suis d'accord. Mais c'est dangereux, extrêmement dangereux. Et surtout, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un Himalaya. Vous voyez, je vous l'ai dit au sujet du génome, donc il n'y avait pour le génome que 23 paires de chromosomes, et ça a demandé 15 ans. Alors si on applique la règle de 3 au cerveau, ben, on commencera à comprendre quelque chose à peu près dans 2000 ans. Hein. En gros, c'est un peu ça. Bon. Les études, elles vont évidemment contribuer, et heureusement, les GAFAM vont y contribuer pour des questions d'image, mais bon, il faudra être un peu prudent sur la présentation de résultats extraordinaires et qui ne sont pas nécessairement. D'autres techniques, à mon avis, ils sont et seront exploitées pour traiter des problèmes spécifiques de dégénérescence. Par exemple, pour régénérer donc, des neurones endommagés, on a des études qui sont très avancées aujourd'hui sur les greffes de neurones. On greffe un morceau de cerveau. Ou alors on est capable maintenant de reprogrammer, c'est très très fin, c'est très précis, reprogrammer des cellules gliales sur des souris épileptiques. Et donc, vous voyez, donc on transforme des cellules qui sont mortes, des cellules gliales, qui sont celles qui entourent donc l'axone dans le neurone. Et donc, on transforme des neurones dits induits, on les transforme en neurones dits induits, et donc, on arrive, en tout cas sur ces souris, à réduire de moitié les crises épileptiques. Mais je ne vous dis pas les conséquences sur le reste, pauvre bête. Bon. On peut imaginer, donc effectivement, d'appliquer tout cela pour soigner certaines pathologies du système nerveux, entre autres Alzheimer, donc et Parkinson. Vous savez, d'une manière générale, hein, moi je trouve que, bon, c'est vrai qu'on a fait des progrès, hein, incontestablement, mais ce n'est pas aussi spectaculaire, même si on peut être très ému devant la perception qu'ont les gens qui sont détraumatisés ou qui ont ces problèmes. On peut être très ému devant les progrès qu'ils font. Mais de là à penser que nous avons fait des progrès extraordinaires, j'en suis pas convaincu. Bon, comme d'habitude, vous avez ici donc la liste des prochains webinaires, donc je vous confierai. Alors, le prochain sera le 3 juin, non pas le 27 mai, on parlera d'obsolescence et je vous donnerai donc une méthode pour calculer l'obsolescence des équipements informatiques. Bon, je vais arrêter donc mon partage. Voilà ce que je voulais en gros vous dire. Hein. C'est quelque chose quand même qui est assez extraordinaire. Hein. C'est vrai que c'est la nature humaine, c'est quelque chose de passionnant. Bon, je crois qu'il ne faut pas trop écouter les personnes qui sont trop optimistes, à mon avis. Hein. Bon, donc, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Ne me dites pas que je suis encore une fois trop pessimiste. Je pense qu'encore une fois, moi, je suis réaliste. Hein. Moi, je crois que c'est tellement extraordinaire ce que nous avons devant nous. Et comme, bon, tout ça, c'est lié aussi à l'intelligence artificielle. Oui, j'en ai même pas parlé sur l'utilisation possible de l'intelligence artificielle dans les neurosciences. Parce qu'on est encore au niveau, vous voyez, niveau 0, on ne sait pas faire grand-chose. Bon, j'espère qu'on progressera par la suite. Merci infiniment. Donc, je vous souhaite bon courage pour la suite et j'espère vous retrouver prochainement en pleine forme et sur des sujets qui seront moins traumatisants que celui-ci. Merci pour votre attention. À bientôt.